d'abord, je tiens à vous saluer au nom de tous les salariés de l'IMRA et je vous souhaite aussi la bienvenue donc, sur le site de l'IMRA. Donc c'est un plaisir aussi pour moi de vous présenter l'IMRA. C'est une fondation maintenant, donc si on commence tout de suite sur son statut, en fait, donc l'IMRA est une fondation privée reconnue d'utilité publique. L'historique, c'est qu'au départ, lorsque le professeur Ratzimamangue a créé l'IMRA, c'était une sorte d'ONG en 1957. Et après, ça a évolué vers un statut d'association qui est reconnu d'utilité publique en 1999. Et le nom de cette association était IMRA et Fondation Ratzimamangue. Donc l'IMRA n'avait pas de statut de fondation. Pour quelle raison? La raison est simple, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de loi qui gère en fait donc la fondation à Madagascar. Depuis 2004, il y avait cette loi qui a été créée par le président Ravalman, donc pour la création de la fondation. Et quand je suis arrivé à l'IMRA en 2010, on avait pensé qu'il serait mieux en fait que le statut de l'IMRA va être transformé en une fondation, parce qu'une fondation possède un capital, ça veut dire qu'on peut donc faire des activités lucratives en tant que aussi reconnues d'utilité publique. Donc l'IMRA a changé de statut en 2012 en une fondation reconnue d'utilité publique. Et l'IMRA est dans ce statut, c'est bien marqué que l'IMRA est auxiliaire de l'État dans le cadre de ses actions en fait en matière de promotion de la santé et protection de la biodiversité. Nous allons voir après qu'est-ce que nous avons fait dans ce domaine-là. Et puis, il faut bien aussi rappeler que l'IMRA est membre titulaire en fait de l'agence universitaire de la francophonie, AIBF. Et sa mission n'a jamais changé depuis sa création. L'IMRA œuvre, c'est-à-dire la fondation œuvre pour la promotion économique, sociale et environnementale afin d'assurer un développement durable à Madagascar. Donc ça, c'est la mission fondamentale. Ça, c'était donc une culture que le professeur Ratzimamangue, c'est un héritage culturel que le professeur Ratzimamangue a laissé à l'IMRA. Il faut définir des objectifs économiques, social et environnemental. Donc là, dans le domaine de santé, l'objectif de l'IMRA, c'est d'améliorer en fait l'accès aux soins et aux médicaments dans le système national de santé. C'est-à-dire, notre approche, c'est tout simplement mettre à la disposition des patients à Madagascar des médicaments donc, de bonne qualité, mais à un prix abordable à la majorité de la population. C'est très important. Et d'où viennent ces médicaments? Ces médicaments, en fait, viennent du mariage de la médecine traditionnelle avec la technique moderne. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui vendent, en fait, aussi des produits issus de la biodiversité de Madagascar, mais l'IMRA, je vais en parler un peu plus tard, les pots de l'IMRA, en fait, il y a des parties, il y a donc des étapes scientifiques que ces produits suivent avant d'être mis sur le marché. C'est très important. Ça, c'est la différence de l'IMRA, qu'il y a une composante recherche qui est assez développée à l'intérieur de l'IMRA. Et en termes de réalisation, donc actuellement, nous avons 60 produits thérapeutiques et cosmétiques qui ont été mis à la disposition au niveau des hôpitaux, pharmacies et aussi avec des points de vente. Ce sont des revendeurs qui, en fait, vendent ces produits-là. Là, c'est donc toujours dans le domaine de la santé, parce que la santé, c'est très important, en fait, au niveau de l'économie. C'est un facteur important, donc, pour l'économie, c'est avoir une
un système de santé qui est assez fiable. Alors, deuxième point qui nous intéresse aussi, c'est de contribuer en fait donc activement aux programmes nationaux de santé publique. Et surtout, nous nous sommes intéressés à des maladies orphelines. Quand je parle de maladies orphelines, c'est-à-dire des maladies qui touchent des gens donc, vulnérables, mais les grosses industries pharmaceutiques ne s'intéressent pas. Par exemple, nous travaillons d'une manière étroite avec la DCI de Monaco, la Direction de coopération internationale de Monaco, avec la Fondation Pierre Fabre dans le domaine donc, de la drépanocytose. La drépanocytose n'intéresse pas les industries pharmaceutiques. Pour quelle raison? Parce que ce sont les patients qui sont atteints de cette maladie orpheline sont issus en fait d'une couche défavorisée. Donc ils n'ont pas les moyens de payer des médicaments issus donc des grosses industries pharmaceutiques. Donc ils sont laissés à côté. Alors, nous, ce que nous faisons, c'est que nous recherchons en fait, donc il y a deux volets là-dedans. Tout d'abord, il y a un programme vraiment donc je dirais d'accompagnement, c'est-à-dire le dépistage donc de la drépanocytose, parce que la drépanocytose est considérée comme une maladie inconnue, que ça vient d'un sort de la sorcellerie et tout ça, mais en fait c'est une maladie génétique. Je pense que parmi vous il y a des médecins, donc je ne vais pas développer là-dessus, mais en tout cas, donc, il y a un dépistage, il y a une sensibilisation que nous effectuons, et en même temps aussi donc, un suivi des prises en charge des patients, et à la fois aussi donc, formation des personnels de santé. Et ça fait déjà 8 ans que nous collaborons avec le ministère de la Santé publique dans le cadre du programme national de santé pour la lutte contre la drépanocytose. Donc depuis 2014, on est impliqué donc, dans ce domaine. Et nous avons des résultats montrent que 24 000 nouveaux-nés dépistés, 30 000 sensibilisés, 3 000 personnels de santé formés, 3 000 patients suivis. Et nous avons créé aussi un dispensaire donc, sur le site de l'UNRWA avec une consultation gratuite aussi. C'est-à-dire que nous contribuons vraiment donc, au programme national de santé publique. Il faut bien dire, il faut bien préciser en fait que les produits, les 60 produits, rentrent donc dans un programme avec le ministère de la Santé publique. Ces produits rentrent dans les hôpitaux à partir d'une convention pour l'intégration des remèdes traditionnels améliorés dans les hôpitaux. Ça veut dire qu'on essaie aussi de valoriser en fait, donc, les connaissances traditionnelles, mais en même temps aussi les produits qui ont été fabriqués à Madagascar dans le système national de santé. C'est que nous soutenons en fait donc le développement des filières agrobiologiques. Mais le côté agronomique n'est pas très connu par tout le monde. Mais en fait, on sait très bien aussi que l'économie, il y a 80% de Malgaches sont des agriculteurs. Donc l'économie de Madagascar dépend beaucoup de l'agriculture. Donc ce que nous avons fait, c'est de, par exemple, développer et mettre à la disposition des agriculteurs des produits biologiques à usage traditionnel qui améliorent en fait la productivité, tels que les fertilisants, herbicides, antifongiques, etc. Et puis aussi, nous avons initié des essais de culture biologique des plantes présentant une forte demande à l'exportation, mais provenant de collectes sauvages. Vous savez très bien que la majorité des plantes qui sont exportées à l'étranger sont issues de la collecte sauvage. Et on sait très bien donc, le risque avec la collecte sauvage au niveau risque environnemental et aussi en termes de traçabilité
de ces produits, de l'approvisionnement. Il y a aussi un problème en termes de qualité. Maintenir, par exemple, les principes actifs, les substances actives de ces plantes d'une manière stable, ça pose des problèmes quand c'est donc collecte du sauvage. La raison est simple, parce que les substances actives dépendent vraiment donc, des conditions étatiques. Vous savez, si on fait une collecte ici, et puis on prend, par exemple, même pas à 30 km d'ici, les deux plantes peuvent pousser très bien, mais quand on regarde les substances actives, il y a une grosse différence. Alors c'est pour cette raison que ça pose toujours des problèmes quand on exporte donc des plantes à l'extérieur, hein, et la qualité est tellement moindre que le prix a diminué. Et c'est pour cette raison que l'IMRA insiste vraiment donc à faire des essais de culture biologique. Exemple, c'est que dans le cas de Thalapetr, le Thalapetr c'est Centella asiatica. L'historique, c'est que l'IMRA est devenu IMRA, est arrivé à Madagascar parce que le professeur Ratsimamang a découvert en fait donc le madécasol, que, comme vous le savez très bien, le madécasol est à base de Thalapetr, c'est-à-dire Centella asiatica. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'était ce médicament présente des propriétés cicatrisantes, mais les recherches des industries dermocosmétiques ont montré que c'est une plante qui présente aussi une activité anti-âge. Alors la demande a augmenté à cause de ça. Beaucoup, maintenant donc, dans tous les produits de L'Oréal, de Clarins, des produits, comment ça s'appelle, l'industrie dermocosmétique en Japon, il y a toujours de Thalapetr. Mais toutes ces plantes sont issues, en fait, de la collecte sauvage. C'est pour ça que l'IMRA est intéressé. Actuellement, donc, nous avons 60 hectares de Thalapetr qui ont été réalisés dans la région de Mouraman. Et ça va encore augmenter, parce que les besoins sont énormes. Et comme je disais, pour les produits antifongiques, nous avons fourni aux agriculteurs des pommes de terre dans la région de Laknakarat un produit. Mais le problème après, c'est que la définition de l'agriculture biologique, écologique, c'est tout à fait différent. Écologique, c'est on peut utiliser des produits chimiques, mais avec une quantité limitée. Donc notre produit a été utilisé pendant une année, et puis Monsanto était venu avec leurs produits chimiques, mais en respectant donc la quantité. Ils ont utilisé, les paysans ont préféré utiliser donc les produits chimiques. Aussi, la question de vanille. La vanille, c'est une richesse de Madagascar. C'est un pays béni, Madagascar. Vous qui êtes intéressé, par exemple, aux huiles essentielles, vous savez que les Ravinsar, c'est seulement à Madagascar, la qualité des Ravinsar à Madagascar est la meilleure du monde, parce qu'il n'y a pas de camphre. Et aussi la vanille. La vanille, c'est pareil. Donc, il y a les vanilles Bourbon à La Réunion, il y a les vanilles partout dans le monde, mais à Madagascar, c'est tout à fait différent. Ce n'est plus. On ne mesure pas la qualité sur le taux de la vanilline. Le taux de la vanilline est différent, mais les autres substances actives dans la vanille de Madagascar présentent des arômes beaucoup plus intéressants. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est à cause des conditions étatiques de Madagascar. D'ailleurs, c'est pareil. Je peux citer encore des exemples pour dire que c'est un pays béni en termes de qualité de ressources naturelles. Le Thalapetr que je viens de raconter, ils ont essayé aussi de planter en Chine. Ils ont essayé de planter en Inde. Mais les taux de substances actives, les madécassosides et puis donc l'asiaticoside, c'est très très faible, presque zéro. Il n'y a qu'à Madagascar que le taux de ces substances actives sont élevés. En plus de ça,
c'est qu'il y a aussi d'autres molécules qui participent donc à cette propriété anti-âge et qu'on ne trouve qu'à Madagascar, avec les centellas de Madagascar. C'est pour ça que nous devrions faire attention, en fait, donc, avec ces plantes qui sont issues de Madagascar. Et ça, c'est le rôle de l'IMRA. L'IMRA est un auxiliaire de l'État dans la conservation et la protection de la biodiversité à Madagascar. En termes d'éducation, je peux vous dire que au moins, il y a 30 à 40 étudiants par an qui suivent en fait donc le cycle de master et puis de PhD, de doctorat à l'IMRA. La promotion environnementale, ça c'est la troisième composante du développement durable, c'est que participer activement donc aux initiatives pour la protection, la sauvegarde et la valorisation de la biodiversité. On a créé en fait donc un laboratoire in vitro pour la conservation des plantes a été réalisé et mis à jour régulièrement. C'est-à-dire que les plantes qui sont en forte demande, qui sont menacées, on le met dans une petite tube. Et au cas où, par exemple, il y a une inondation ou d'autres cataclysmes naturels ou quelque chose comme ça, on multiplie tout simplement ces plantes et puis on peut faire une nouvelle culture. Donc c'est un moyen de conserver en fait donc les plantes qui sont à forte demande et qui sont très menacées à Madagascar. Donc si je reviens juste donc, au processus de conception et de développement des produits thérapeutiques et cosmétiques donc issus de Madagascar, c'est très important, comme je disais tout à l'heure, que les produits fabriqués à Madagascar ont passé par des différentes étapes avant d'être mis sur le marché. Donc, comme vous voyez ici, donc, il y a quatre principales étapes. C'est la première, c'est la recherche. Première approche, c'est d'où vient en fait l'idée pour travailler donc sur une plante. Tout d'abord, avant ça, c'est qu'il y a une étude de prévalence pour définir les besoins donc à Madagascar. Les besoins, c'est-à-dire qu'il y a une maladie qui a une prévalence très forte, mais qui pose des problèmes en termes de médicaments. Donc on commence à s'intéresser tout d'abord à découvrir à partir de cette idée-là. Ensuite, on effectue en fait des études ethnobotaniques et ethnopharmacologiques à un endroit donné où la prévalence est assez forte. Exemple, nous sommes actuellement intéressés par l'hypertension artérielle. Il y a une petite commune dans la région de Sava, au nord-est de Madagascar. La prévalence de l'hypertension artérielle est assez élevée, mais quand on regarde en fait donc, le taux de mortalité en termes d'accidents vasculaires, c'est très faible. Qu'est-ce qui se passe? Comment les gens ont pu résister, en fait, donc, alors que la majorité de la population de cette commune possède donc génétiquement sont hypertendus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont utilisé des plantes. En plus, c'est dans une région enclavée. Donc, ils n'ont pas le moyen de recevoir des médicaments. Donc, on a fait donc, des enquêtes là-dessus. Et après, on leur demande donc, quelles sont les plantes qu'ils utilisent. On a une liste des plantes qu'ils ont utilisées. Et on discute aussi avec les tradipraticiens. Généralement, un tradipraticien, ce qu'il nous présente, ça, mais il ne vous donne pas une seule plante. Ils vont vous donner 5 ou 6 plantes, comme ça ils vont montrer, ils ne vont pas dire le nom. Pour quelle raison? Parce que c'est la seule façon, tout simplement, de protéger en fait leur connaissance. C'est donc une forme de protection des propriétés intellectuelles.
Donc vous ne savez pas de quelles de ces plantes sont actives. Donc ce que nous faisons à l'INRA après, c'est que la deuxième étape, c'est une étude de confirmation donc chez l'animal. Une confirmation chez l'animal, tout d'abord, on fait des extraits et puis on va confirmer l'activité de la plante chez l'animal pour déterminer l'activité pharmacologique et puis l'innocuité et puis aussi déterminer la relation dose et effet. La question, en fait, pourquoi on est obligé de faire ça aussi? Pour améliorer, en fait, la relation avec les médecins conventionnels. Ils ont besoin de 3 données quantitatives. Première donnée, c'est l'efficacité clinique du produit qu'ils vont administrer. Deuxième donnée, en fait, c'est la dose, la posologie, donc de ce médicament. Troisième donnée qu'ils vont, des données quantitatives sur le profil d'innocuité, c'est-à-dire sur les effets secondaires du produit. À partir de ces 3 données, ils peuvent donc prescrire le médicament. Généralement, c'est ça le problème avec des produits à base de plantes, des remèdes traditionnels. On ne sait pas exactement donc ce qui se passe. C'est pour ça que je comprends très bien que les médecins ont du mal donc à prescrire ces produits-là. Et c'est l'IMRA, et ça c'est le rôle de l'IMRA, de générer en fait donc ces données-là. Et donc on aura le profil tout d'abord chez l'animal, on a déjà, mais je vous assure, dès qu'une plante, en termes d'innocuité, dès qu'une plante présente, qui tue ou qui présente des activités nocives à l'animal, parce que on administre, donc il y a 2, en termes de toxicité, il y a une toxicité aiguë et puis une toxicité aussi chronique. Donc ce qu'on fait en toxicité aiguë, c'est qu'on regarde en fait la dose létale en différentes doses, et puis après, lorsque une souris est tuée par une plante, la plante est rejetée tout de suite. Ça c'est... Et on regarde aussi donc les faits à l'intérieur pour les organes vitaux, pour si ça a été détruit ou quels sont les effets en fait donc, de cette plante sur les organes. D'une manière, pour l'étude de toxicité chronique, c'est que on prend la dose la plus efficace à partir de ça, et puis on donne pendant 3 mois et on analyse aussi donc les organes vitaux. Si ça n'a pas été touché, ça marche. Et dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle les observations cliniques. Il y a un département médical à l'IMRA. Nous collaborons aussi avec donc, des services donc, à CHU Pevelatan ou à GRA, avec des professeurs, pour travailler, en fait, pour faire des observations cliniques. Je ne parle pas des essais cliniques au sens propre du terme. Je dis bien observation clinique. Le protocole d'essai clinique, c'est plutôt pour les médicaments à base de molécules. Pourquoi? Parce que un extrait de plante présente plusieurs molécules. Et les plusieurs molécules, en fait, ces molécules présentent leur activité d'une manière synergique. Tandis qu'une molécule, c'est tout simplement la molécule. Donc, en termes de pharmacocinétique et pharmacodynamique, c'est plus facile de déterminer, par exemple, l'effet, l'activité de la molécule, si c'est une seule molécule. Mais quand vous avez plusieurs molécules, comment peut-on déterminer la dose plasmatique, c'est-à-dire la dose à l'intérieur du sang? Qu'est-ce qui est la molécule la plus active parmi ces 4? C'est plutôt les effets. Mais je peux vous dire que l'approche thérapeutique actuellement, c'est toujours une combinaison. Par exemple, dans le domaine de SIDA, une molécule ne suffit plus. On fait ce qu'on appelle la trithérapie. Donc, il faut utiliser 3 molécules. Par exemple, aussi dans le domaine du paludisme, l'artémisinine ou les dérivés de l'artémisinine ne suffit pas. Il faut utiliser aussi d'autres produits pour que ça soit efficace. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire tout simplement que c'est toujours mieux d'avoir plusieurs molécules, en fait, pour
être beaucoup plus efficace dans la lutte contre une maladie. Et en termes de profil d'innocuité aussi, c'est tout à fait différent. Parce que ces molécules, les autres molécules qui sont là-dedans, en fait, antagonisent ou diminuent un petit peu, en fait, donc, des effets secondaires. Exemple, la pervenche de Madagascar. La pervenche de Madagascar génère 4 molécules anticancéreuses. Vincristine, vinplastine, navelbine et vinflénine. Ces 4 molécules sont issues de la pervenche de Madagascar. Quand vous utilisez contre la leucémie vincristine, les effets secondaires sont énormes. Ça fait tomber des cheveux et tout ça. Mais si vous mâchez, par exemple, donc, la pervenche de Madagascar, il n'y aura pas d'effet secondaire. Ça veut dire qu'il y a d'autres molécules à l'intérieur de la pervenche de Madagascar qui antagonisent en fait donc ces effets secondaires. Et vous savez, ce qui est malheureux, c'est que la pervenche de Madagascar, pour dire encore que c'est un pays béni, Madagascar, c'est seulement à Madagascar qu'on peut trouver une pervenche qui ont un taux élevé de ces 4 molécules anticancéreuses. Et ces 4 molécules anticancéreuses ont généré des chiffres aux alentours de 8 milliards de dollars. Donc, mais ce qui s'est passé, c'est qu'un patient malgache qui est atteint de leucémie ou de cancer de sein n'a pas les moyens d'acheter donc les vincristine, vinplastine. Alors que le cancer à Madagascar, la prévalence commence à augmenter. Donc c'est ce que nous faisons. Nous sommes en train de chercher une solution à ça. Parce que la matière première est ici, est à Madagascar. Et pourquoi ne pas utiliser, au lieu d'aller vers une molécule, tout simplement utiliser des extraits. Donc voilà, donc une fois on fait donc cette observation clinique, et on obtient donc un certificat de bonne pratique de fabrication. Donc il y a quelqu'un du ministère de la Santé publique qui va venir donc visiter nos sites de fabrication pour assurer qu'on respecte vraiment donc les normes de bonne pratique de fabrication. Donc, coût, c'est tout simplement, quand on regarde le coût, en comparant par exemple à médicaments à base de molécules, les phytomédicaments de l'INRA, pour les médicaments à base de molécules, il faut dépenser 4 milliards de dollars de recherche et de développement. C'est pour cette raison que le coût de produit est très élevé. À l'INRA, nous dépensons aux alentours de 68 000 à 90 000 dollars par an. Donc, il faut au moins 3 à 5 ans pour faire sortir. Et c'est pour cette raison que les gens se posent la question, pourquoi le nombre de produits de l'INRA ne sont pas élevés? Parce que ça passe par cette étape-là. Ce n'est pas parce que le tradipraticien du coin avait dit que ça marche, les plantes. Il y a aussi à Madagascar, il y a toujours les ragots. Ah, une plante marche très bien pour tel. Et puis on va prendre cette plante et puis on va mettre tout de suite sur le marché. Ce n'est pas le cas de l'INRA. Ce n'est pas du tout le cas de l'INRA. Quand on sort un produit de l'INRA, il faut que ça passe par ces étapes-là. Je pense que voilà, à peu près, je vous ai donné donc une idée générale donc, sur la mission, et puis la méthode de conception et de développement des médicaments, et puis la raison d'être de l'INRA. Je répète encore que l'INRA, en fait, c'est une fondation reconnue d'utilité publique. Donc, sa mission est orientée vers la majorité de la population et soutenir vraiment donc que les développements durables à Madagascar, donc dans 3 axes principaux, les composantes du développement durable, c'est économique. L'économie, c'est au niveau de la santé, amélioration de l'accès donc à la santé. Deuxième point, c'est au niveau
et aussi en agronomie, donc utiliser donc essayer d'initier des essais de culture des plantes qui sont à forte demande à l'étranger, et finalement en termes de protection environnementale, c'est que l'IMRA possède aussi des conservations. Par ailleurs, le fait de faire des essais de culture, il faut bien, c'est aussi un moyen en fait de préserver l'environnement. Parce qu'il y a des règles à respecter. Je peux vous dire que toutes les plantations de l'IMRA, on est en train d'obtenir un label de commerce éthique avec nos partenaires à l'étranger. Voilà donc à peu près ce que je peux vous dire et merci beaucoup pour votre attention.